Bonjour et bienvenue sur La Riche Média. Aujourd'hui, je reçois Jean-Maxence Granier. La semaine dernière, nous avions parlé des réseaux sociaux et aujourd'hui, nous allons parler plutôt de séparatisme, de terminologie. Jean-Maxence Granier est sémiologue et aussi dirigeant de Think Out. Et la sémiologie, c'est la réflexion autour des mots et ça m'intéresse aujourd'hui de vous rencontrer parce qu'au bout de 3 ans, maintenant bientôt, de mandat, le terme a évolué. Emmanuel Macron, je pense, a travaillé et a réfléchi. Communautarisme ressemblait plutôt à un mot valise. Aujourd'hui, on parle de séparatisme. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de ces deux mots? Alors, d'entrée, hein, moi j'aurais tendance à dire que le remplacement de l'un par l'autre me semble une bonne chose. Bon, dans le communautarisme, il y avait cette idée de communauté, et on ne peut pas nier que s'il y a une communauté nationale, il y a d'autres communautés qui peuvent être des communautés effectivement, comment dire, religieuses, liées à la pratique d'une religion, qui peuvent être des communautés liées à des appartenances géographiques. Il y a toutes sortes de sous-ensembles qui structurent la société. Et voilà, et c'est vrai que la communauté, les communautés font partie du tissu social. Et, Social. bon, évidemment, d'un point de vue théorique, Oui. c'est une société de citoyens, mais ces citoyens, ils sont reliés entre eux. Il y a la famille, il y a le village, il y a le parti, il y a la religion, il y a des appartenances politiques, il y a les études qu'on a faites et avec qui. Il y a toutes sortes de communautés, qu'on les appelle ou qu'on ne les appelle pas comme ça. Et parmi elles, il y a quelque chose, c'est dans le sens même de l'étymologie de religion, religere, quelque chose qui unit. Hein, c'est pas simplement une relation transcendante avec un principe divin, c'est aussi une relation entre des croyants. Et donc le communautarisme, qui était une manière de mettre à distance certains types de communautés, je pense que le mot n'est pas très bien, n'était pas idéal, et je préfère de loin le mot de séparatisme, parce que au lieu de remettre en cause cette idée de communauté, communautariste c'était évidemment péjoratif, oui. Il insiste sur justement ce mouvement de séparation, c'est-à-dire de scission d'avec cette communauté qu'on forme tous, et qui est la communauté nationale, la République, son fonctionnement démocratique, etc. Et donc là, je trouve que le président Macron a eu raison quelque part que ce déplacement sémantique, c'est pas simplement jouer avec les mots, je trouve, et il me semble d'ailleurs que c'est accepté de part et d'autre de l'arc politique, c'est-à-dire que les gens qui sont plutôt dans la dénonciation, quelquefois assez violente, du risque communautariste, me semble-t-il, ont accepté le terme, et ceux qui s'inquiètent davantage du risque par exemple, de stigmatisation de l'ensemble de la population de culture ou de religion musulmane, le reconnaissent aussi. Donc ça me paraît une évolution lexicale et sémantique pertinente, et qui a un sens politique. Voilà. On a le sentiment aussi que Emmanuel Macron, dans son ADN politique, ce sujet de religion, de la communauté ou du communautarisme ou de la laïcité n'est pas naturel. Et la vision anglo-saxonne qu'il a du monde fait que les communautés sont importantes dans les pays anglo-saxons et chacun vit comme ça. Alors qu'en France, on a fait du mal au mot communauté parce qu'on avait très très peur justement de ne pas être dans la communauté nationale. Est-ce qu'il n'a pas aussi pensé ce mot séparatisme, pour justement ne pas penser contre lui-même et être plus à l'aise intellectuellement? Oui, c'est certainement plus en face avec Avec ce qu'il est. avec ce qu'il pense. Après,
on dit à la fois que les Américains sont dans la communauté. D'ailleurs, il y a un usage du mot community qu'on n'utilise pas nous, mais qu'ils utilisent pour parler du quartier, de la ville. Ça renvoie à l'espace social dans lequel je joue un rôle, la community. C'est ça, chez les Américains. Ça a un sens très large et très, pas seulement, par exemple, sur une base spirituelle ou religieuse. Et en même temps, les Américains sont aussi très nationalistes et on dit toujours les maisons avec le drapeau aux États-Unis, que les gens soient... c'est un pays de migration, de diaspora, etc., où il y a toutes sortes de gens. Et il y a aussi un sentiment national très important. Et donc, voilà, bon, c'est vrai qu'il y a une culture anglo-saxonne qui n'est pas la même avec les Anglais, que la culture française et qui tient à l'histoire. On ne va pas refaire tout ça, mais voilà, on a une communauté, comment dire... C'est-à-dire que le mot communauté, en même temps, grâce au mot séparatisme, on est en train d'intégrer le mot communauté. Voilà, c'est incroyable. Du coup, on le valorise maintenant. On peut le requalifier positivement. Et ça, c'est très important. Il se joue quelque chose dans notre sémantique. Oui, et moi, ça ne me dérange pas, parce que, par exemple, on peut appartenir à une communauté au sens large religieuse, c'est-à-dire se sentir partie prenante de l'islam ou du judaïsme ou du catholicisme ou du bouddhisme ou du protestantisme et que sais-je. Mais ce qui n'empêche pas... Voilà, cette idée, c'est pas tellement le multiculturalisme, au fond, on devrait moins le définir comme le fait qu'il y ait plusieurs cultures qui coexistent que comme le fait que chacun d'entre nous appartenons à des ensembles culturels variés, hein, qui peuvent être la nation, je sais pas quoi, le village, le quartier, telle ou telle pratique religieuse. Et je crois que là, l'évolution du terme me semble positive. Il y a un grand débat en France qui oppose en fait ceux qui sont extrêmement inquiets face à cette question de l'islamisme, du remplacement, et qui quelquefois vont tellement loin que, me semble-t-il, ils peuvent faire le jeu justement de ceux contre lesquels ils se battent, puisque ce que vise Daesh, ou ce que vise le frérot salafisme, c'est justement la séparation. Il y a même un mot en arabe pour ça, c'est-à-dire séparer les populations dont ils considèrent qu'ils leur appartiennent de la communauté nationale. Et c'est contre ce mouvement de séparation qu'il faut lutter. Voilà. Et donc, c'est là où il y a des enjeux, c'est là où se noue tout un débat sur la laïcité, sur la manière de lutter contre le salafisme ou le djihadisme ou le terrorisme qui peut en découler. Et c'est là où il y a des visions qui se distinguent. Moi, je trouve que là, dans ce domaine-là, où finalement je trouve que le président Macron est assez constant, même si évidemment il intègre le fait que, comment dire, l'analyse que l'on peut avoir de ce phénomène s'affine, c'est-à-dire l'idée des loups solitaires, de choses qui émergent comme ça, liées à des individus. Cette idée, elle est battue en brèche par la réalité de gens qui agissent en groupe de manière concertée sur le long terme dans des espaces définis, que ça soit dans certains quartiers, dans certaines prisons, ou dans certaines aires géographiques comme la Syrie. Et donc on se rend compte de ça, et on se rend compte que voilà, que Mohamed Merah, c'est pas quelqu'un qui a agi comme ça ex nihilo. Pas de nulle part. Voilà, exactement. Et en même temps, cette réalité-là, elle ne doit pas nous conduire à penser que l'ensemble de l'islam de France est, comment dire, le terreau naturel dans lequel naît ce type d'idéologie, parce que c'en est une. Et c'est là où il faut être capable à la fois de fermeté et sur l'essentiel, et de nuance, et
dans le rapport à à cette communauté-là et à toutes les communautés. N'oublions pas qu'on a une communauté juive, une communauté arabo-musulmane très importante en France, et que c'est ce qui fait la France aussi, Oui, sa richesse, la diversité. cette diversité. Et il y a bien d'autres communautés. Et donc, il me semble que là, pour le coup, le président, euh, comment dire, ne met pas la poussière sous le tapis, puisqu'il il met le doigt sur cette véritable difficulté, c'est-à-dire ce risque de sécession, et en même temps, en changeant de terme, il montre que la communauté de ceux qui estiment en faire partie des musulmans en France est la bienvenue et a entièrement sa place, évidemment, dans le cadre de la République et de la laïcité. Voilà. Il disait justement, là on est à la première semaine de déplacement, il rentre de Mulhouse, il y aura deux autres volets pour parler de ce sujet de séparatisme. Plutôt que de faire un grand discours, vu que vous parliez de nuances tout à l'heure, fragmenter son discours pour être mieux entendu, vous pensez que d'un point de vue communicationnel, ce soit plus pertinent? Oui, parce que la voie est étroite entre, si vous voulez, si vous voulez ne pas faire le jeu, effectivement, de ceux qui peuvent effectivement se servir, au fond, de la démocratie contre elle-même, d'une part, et ne pas faire le jeu de ceux qui, au prétexte quelquefois de défendre la laïcité, au fond, remettent en cause d'une certaine façon l'existence même de personnes, de Français de culture musulmane. Comment dire, c'est une voie de crête étroite, et je pense que c'est bien de prendre son temps et d'avancer pas à pas. Oui, oui, il a raison. Et justement, dans ce discours de la semaine dernière, il a dit que la République devait tenir ses promesses et que la méritocratie devait être partout. C'est une façon aussi d'inclure tous les enfants de la République. Il y a aussi la réforme de l'ENA. Il va y avoir 10 places avec un concours spécial pour les familles modestes. Est-ce que finalement tout se lie? Est-ce que tout ça a un sens dans cette deuxième partie du quinquennat qui est peut-être plus sociale, plus sur l'éducation, sur la République? Il faut l'espérer, oui, sans doute. C'était en tout cas, ça serait conforme à la promesse initiale. Jusqu'à ce jour, on a plutôt vu de manière assez nette la jambe droite alors qu'Emmanuel Macron avait promis d'avancer sur ses deux jambes. Par exemple, sur la question, moi je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de réfléchir à la question des financements, à la question de l'islam consulaire et des problèmes qu'il peut poser, que d'éternellement revenir sur des phénomènes comme la question des mamans voilées dans l'accompagnement scolaire. Oui. C'est beaucoup plus important, parce que ça a une dimension institutionnelle forte et aussi économique, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'un islam de France, avec ses particularités, avec ce qui est propre à l'islam, c'est justement sa définition beaucoup moins institutionnelle et unifiée que par exemple une église, comme l'église catholique, comment on peut faire advenir ça. Donc ça, je trouve qu'il met l'accent sur des vraies questions qui souvent ne sont pas abordées au profit d'abcès de fixation voilà, auquel on donne une importance démesurée. Pour un souci électoraliste parfois. Voilà, quelquefois aussi. Et justement, la loi 1905, est-ce qu'il faut y toucher? Est-ce que justement l'État ne peut pas se mêler de l'organisation ou du financement? Est-ce qu'il faut changer la loi ou permettre peut-être d'autres moyens de financement indépendants aux musulmans? Bah, là, bon, la loi de 1905, alors, d'abord, elle donne lieu à une querelle d'interprétation. Donc, déjà, bien se mettre d'accord aujourd'hui sur le sens qu'on lui donne, ça serait déjà pas mal. Aujourd'hui, chacun a sa définition de la laïcité et chacun est persuadé de... Et donc, les différents acteurs de cette loi à l'époque sont tirés de leur tombe pour faire parler la loi dans un sens ou dans un autre. On va comment dire, évoquer Briand ou Combes ou d'autres. Bon, après, elle a sa logique, elle a sa cohérence, et ça, il ne faut certainement pas la faire
trop la bousculer, parce qu'elle est aussi quand même en même temps l'objet d'un accord, d'une concorde sur le rapport entre les religions et l'État. Bon, finalement, bon, voilà, même si aujourd'hui elle est abondamment discutée, je dirais qu'elle tient, donc il ne faut pas la bousculer. D'ailleurs, c'est une loi, par exemple, qui est très, très tôt dans la loi, il y a par exemple la question des aumôneries. Hein, et dans des espaces dans lesquels l'État, d'une certaine façon, est tout puissant, comme l'armée ou la prison ou le lycée, il y a des espaces qui sont organisés pour les religions, Oui. et qui sont même financés. Si vous prenez par exemple d'ailleurs l'armée, c'est un des endroits où ça fonctionne bien, l'islam. Il y a des soldats français qui d'abord se battent pour nous sur notre territoire et à l'extérieur. Certains donc sont musulmans, et donc c'est tout à fait, quand on est soldat, on prend le risque on met sa vie en jeu, c'est tout à fait normal qu'on soit accompagné, si spirituellement c'est important, par des imams, enfin comme il y a j'imagine, des prêtres ou des rabbins ou des pasteurs. Et ça fonctionne assez bien, si bien qu'on songe même à faire de la filière de formation des imams qui sont comment dire, des aumôniers militaires, d'en faire la filière standard. Et là, il n'y a pas de lieu plus soumis à l'autorité que l'armée, où tout le monde a un grade et où tout le monde obéit à quelqu'un, et pourtant, c'est un espace dans lequel la vie spirituelle des uns et des autres, que ça soit dans la religion ou au contraire l'athéisme plus complet, est respectée. Et donc ça, c'est dans la loi de 1905, c'est pensé dès le départ. Donc, en tout cas, de tirer la loi de 1905 vers une sorte de guerre aux religions, comme certains quelquefois le font, ça me paraît une lecture excessive. Après, il y a un point qui est effectivement à discuter, c'est vraiment la question surtout du financement des lieux de culte, puisque la loi de 1905, elle se bâtit sur un héritage religieux extrêmement riche. Donc il n'y a pas un village de France qui n'ait pas son église, et c'est très bien. Évidemment, ce n'est pas le cas des mosquées. Donc là, on a une difficulté. Je pense qu'effectivement, le financement par des puissances étrangères voilà, extérieures à notre, justement à nos valeurs et à notre communauté nationale, c'est pas une très bonne idée. Donc il faut trouver des solutions, mais qui peuvent respecter la lettre sans doute la lettre de la loi de 1905. Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que c'est distinguer le cultuel du culturel? Est-ce que c'est une manière de lever de l'argent spécifiquement auprès des croyants pour financer ces lieux de culte? En tout cas, l'idée que les musulmans qui ont la foi puissent prier dans des lieux dignes, ça me paraît évidemment, et c'est heureusement souvent le cas, ça me paraît évidemment la moindre des choses. Oui, voilà. Ça éviterait par exemple aux opposants type Marine Le Pen de se servir de ça pour les prières de rue et de créer du fantasme. Absolument, absolument. Et donc bon, les prières de rue qui ont pu être instrumentalisées de part et d'autre, hein, elles partent au départ de cette difficulté-là. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça que si on y touche, il faut le faire avec une extrême précaution sur certains dossiers, mais en tout cas, il faut vraiment en respecter l'esprit. Oui, voilà, très bien. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, et on se retrouve très bientôt sur La Ruche Média et dans le cercle de La Ruche Média pour un autre sujet. À bientôt. Pour réfléchir aux mots. À très bientôt. Merci.